Dans le quartier de Château-Rouge, tout le monde connaissait la vie des autres. On savait qui avait faim, qui n'avait pas payé le courant, qui se disputait avec le propriétaire et qui cherchait du travail depuis des mois. C'était un quartier pauvre, mais un quartier vivant, bruyant, plein de vie malgré la misère. Et au milieu de toutes ces petites maisons en tôle fatiguées par le temps, il y en avait une qui attirait toujours les regards. Une maison trop grande pour ce quartier, trop propre, trop silencieuse. C'était la maison de Fatima Diallo. Quand ses amis entraient chez elle, elle restait toujours choquée. Tout paraissait neuf. La télévision, le canapé, la table en verre, les enceintes qui brillaient encore comme si elles sortaient du magasin. Dans un coin, on voyait des téléphones récents, des baskets chères, des vêtements de marque soigneusement pliés. Même l'air du salon avait une odeur de parfum de luxe qu'on ne sentait jamais dans le quartier. À chaque visite, il y avait quelque chose de nouveau, un nouvel écran, une nouvelle paire de chaussures, un nouvel objet moderne que personne n'avait encore vu ici, comme si l'argent poussait chez elle. Mais pourtant Fatima ne travaillait pas et plus le temps passait, plus les questions arrivaient. Fatima dit la vérité. « Tu fais quoi dans la vie ?» Elle répondait toujours la même chose sans jamais changer une virgule. « C'est ma sœur aux États-Unis. Elle m'envoie l'argent. » Une réponse courte, trop courte, mais dans ce quartier, dès qu'on disait que quelqu'un aidait de l'étranger, tout le monde arrêtait de poser des questions. La vérité pourtant était simple. Fatima était une voleuse. Le jour, elle se comportait comme une jeune normale. Elle riait avec ses amis, marchait dans le quartier, parlait de mode, jouait aux cartes, faisait semblant d'avoir une vie tranquille. Mais la nuit, tout changeait. Quand les lumières s'éteignaient, quand les enfants dormaient, quand les rues devenaient vides et silencieuses, Fatima sortait. Elle ne sortait pas pour aller prier. Elle ne sortait pas pour aller en boîte de nuit. Elle ne sortait pas pour rejoindre quelqu'un. Elle sortait avec un sac vide et elle revenait avec un sac plein. Depuis des années, Fatima volait. Elle volait dans les maisons riches. Elle volait dans les boutiques quand elles fermaient. Elle volait dans les bureaux. Et oui, elle volait même dans les églises quand elle savait que la caisse était pleine ou que le bureau du pasteur était mal fermé. Aucun lieu n'était sacré pour elle. L'argent était sa seule religion. Elle connaissait parfaitement les rues sombres, les gardiens qui dormaient, les fenêtres qui s'ouvraient facilement. Elle volait vite, proprement, sans bruit. Ceux qui l'avaient déjà vue tard dans la nuit disaient toujours la même chose. On dirait une ombre. Elle ne fait qu'aucun bruit en marchant. Elle disparaît comme si la nuit la protégeait. Dans le quartier, les gens préféraient éviter les questions. On disait souvent ne va pas déranger quelqu'un que la nuit accompagne. Un soir, cette double vie l'amena dans la maison des parents d'Amina, son amie d'enfance partie vivre en Europe. Fatima connaissait cette maison par cœur. Elle y avait déjà mangé, déjà dormi, déjà passé des fêtes. Les parents d'Amina l'aimaient beaucoup. Mais cette nuit-là, elle n'était pas une invitée. Elle n'était pas une amie. Elle était une voleuse. À 2 heures du matin, elle entra par une fenêtre qu'elle connaissait déjà. La maison dormait profondément. Les parents respiraient calmement dans leur chambre sans imaginer que quelqu'un fouillait leur placard. C'est là que Fatima trouva une mallette noire bien cachée tout au fond. Elle l'ouvrit. Son cœur fit un bond. 2 millions en espèces. Elle referma la mallette, vola aussi les téléphones, la télévision et repartit comme si de rien n'était. Pas un bruit, pas une trace. De retour chez elle. Elle ouvrit encore la mallette. Les billets étaient bien là. Il y avait exactement 2 millions. Jamais elle n'avait vu autant d'argent d'un coup. Le lendemain, elle revendit la télévision et les téléphones. Avec tout l'argent, elle invita ses amis en boîte de nuit. Elle paya tout, les boissons, la table, la danse. Elle se comportait comme une reine. Tout le monde disait « Fatima, tu as la chance, tu es bénie ». Mais dans un coin de la boîte, une vieille femme la regardait sans sourire. Elle murmura doucement, comme si elle parlait à elle-même. Les voleuses vivent très bien jusqu'au jour où on les attrape. Fatima ne l'entendit pas. Elle riait, dansait, dépensait. Elle ne savait pas encore que ce vol-là, celui qui semblait juste un coup de pluie, allait être le début de sa destruction. Quelques jours après le vol, alors que Fatima profitait encore de l'argent, son téléphone sonna. C'était son amie Amina depuis l'Europe. Sa voix était inquiète. « Fatima, je n'arrive pas à joindre mes parents depuis hier. Va les voir pour moi, s'il te plaît. Je suis vraiment inquiète. » Fatima sentit son cœur battre un peu plus vite, mais elle resta calme.
Elle répondit comme si tout allait bien. Ne t'inquiète pas, j'y vais maintenant. Elle marcha tranquillement jusqu'à la maison de ce qu'elle appelait autrefois sa deuxième famille. La même maison où quelques jours plus tôt, elle était entrée comme un fantôme pour voler leur argent. Quand elle arriva, ils l'accueillirent avec sourire et soulagement. Ah Fatima, tu tombes bien, entre seulement. Il ne se doutait de rien, rien du tout. Assise dans le salon, la mère commença à expliquer ce qui s'était passé. On nous a volé, Fatima. Quelqu'un est entré pendant la nuit et a tout pris, l'argent, les téléphones, même la télévision. Fatima baissa la tête, jouant le rôle de l'ami concerné. Comment ça? Vous êtes sûr? Le père répondit d'une voix tremblante. Oui, ma fille. On a tout perdu. On ne comprend pas. Comment c'est arrivé? Ils prirent son téléphone et appelèrent la police devant elle. Un policier leur dit qu'ils allaient venir constater. Mais dans ce pays-là, tout le monde savait que les enquêtes ne vont jamais très loin. Fatima regardait la scène avec un calme impressionnant. Personne n'aurait imaginé que la voleuse était assise là, juste devant eux, parlant comme si de rien n'était. À un moment, le père d'Amina se cogna la tête avec colère. Je ne comprends pas les voleurs. Comment peut-on faire ça? Comment peut-on prendre ce que quelqu'un a souffert pour avoir? Le père continua d'une voix dure. Pour moi, un voleur et un sorcier, c'est pareil. Les deux détruisent des vies. Les deux prennent sans pitié. Et crois-moi, Fatima, un voleur finit toujours par payer. Toujours. Ces mots frappèrent l'air comme un coup de tonnerre. Fatima sentit un frisson courir dans son dos, mais elle sourit quand même pour jouer son rôle jusqu'au bout. Vous avez raison papa, franchement, je déteste les voleurs. Ils méritent tous la prison. La mère hocha la tête. Oui, des gens comme ça, Dieu les voit, ils paient un jour. Fatima acquiesça encore comme une bonne amie, mais au fond, elle souriait intérieurement. Elle se disait que jamais personne ne la découvrirait. Elle pensait être plus maligne que tout le monde. Elle pensait que ses paroles n'étaient rien que des paroles. Pour elle, ce n'était rien, juste une conversation. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette phrase-là, un voleur finit toujours par payer, allait devenir la prophétie de sa vie. Une phrase qui allait la suivre, la hanter, et s'accomplir d'une façon qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Un après-midi, Fatima se trouvait dans une autre ville pour revendre quelques objets volés. Elle marchait tranquillement quand elle aperçut quelque chose qui la stoppa net. Juste devant elle, au bout d'une grande rue silencieuse, elle vit une maison comme elle n'en avait jamais vue. Une immense villa blanche avec des murs impeccables, un portail électronique, des caméras aux angles du bâtiment, des gardiens bien habillés et plusieurs voitures de luxe garées devant. C'était le genre de maison qu'on ne voit que dans les films. Rien à voir avec les maisons pauvres de son quartier. Rien à voir avec tout ce qu'elle avait vu dans sa vie. Intriguée, Fatima s'assit sur une petite terrasse non loin de là. Elle acheta un jus, fixa la villa pendant un long moment, puis demanda à la serveuse « Excuse-moi, qui vit dans cette maison ?» La serveuse la regarda un moment puis répondit simplement « C'est une grande femme d'affaires, l'une des femmes les plus riches du pays. » Fatima ne répondit pas, mais dans son regard, quelque chose venait de s'allumer. Elle savait déjà. Sans même réfléchir, elle savait que ce serait son prochain coup. Pendant plusieurs jours, elle revint au même endroit. Elle observa la villa sous la pluie, sous le soleil, le matin, le soir. Elle étudiait le mouvement des gardiens, l'heure où les voitures entraient et sortaient, les moments où le portail restait ouvert plus longtemps. Elle notait tout, chaque détail, chaque faiblesse. Puis un soir, elle sentit que c'était le bon moment. Elle marcha, sauta le mur d'un geste rapide, atterrit sans bruit et traversa le jardin en se cachant dans les ombres. Les gardiens étaient occupés devant la maison, parlant entre eux, ignorant complètement l'arrière. Fatima passa par une petite porte discrète et entra. L'intérieur la laissa sans voix. Le sol brillait comme du marbre neuf. Les murs étaient décorés avec des tableaux qui semblaient coûter une fortune. Un aquarium gigantesque occupait presque tout un mur rempli de poissons rares. Des lustres en cristal descendaient du plafond comme des cascades de lumière. Fatima avançait lentement, bouche ouverte, comme une enfant qui découvre un monde nouveau. Mais ce qui attira son regard, ce n'était pas le luxe, ce n'était pas les tableaux, ce n'était pas les poissons rares, c'était une mallette posée simplement à côté du lit dans une chambre immense. Une mallette sombre, élégante, bien placée, bien visible, presque comme si elle l'attendait. Elle s'approcha, ses mains tremblaient légèrement. Elle ouvrit la mallette et son cœur s'arrêta.
Des piles de billets, des liasses parfaitement rangées, de l'argent comme elle n'en avait jamais vu. Elle referma la mallette doucement, la prit sous son bras et ressortit en faisant le même parcours. Silencieuse, invisible, comme une ombre. Personne ne la vit. Personne ne l'entendit. Arrivée chez elle, elle verrouilla la porte, s'assit au milieu du salon et ouvrit la mallette. Encore une fois, elle compta une fois, puis 2 fois. 30 millions exactement. Jamais de toute sa vie, elle n'avait vu ou touché autant d'argent. Elle se leva, elle dansa, elle riait toute seule, elle parlait à voix haute, remerciait sa chance, se disait que sa vie venait enfin de changer, que c'était le plus grand coup de sa carrière. Mais ce que Fatima ignorait, c'est que cette mallette n'était pas comme les autres. Elle ne savait pas que ce soir-là, en la volant, elle venait de voler quelque chose qui allait détruire toute sa vie. Le lendemain du vol, Fatima se réveilla tard, encore fatiguée de sa propre fête. La mallette était là, posée sur la table comme une preuve que tout ce qu'elle avait vécu n'était pas un rêve. Elle sourit en la voyant. Elle pensait déjà à ce qu'elle allait acheter aujourd'hui. Mais avant même de quitter son lit, son téléphone vibra. Un message venait d'arriver. Fatima ouvrit son écran puis resta immobile. Vous devez dépenser les 30 millions aujourd'hui, sinon un de vos proches mourra. Elle fronça les sourcils. Puis elle éclata de rire. C'est quoi cette blague? Qui fait ça? Pour elle, c'était sûrement un faux numéro. Quelqu'un qui voulait jouer avec son esprit. Une petite plaisantine du quartier. Elle se leva, prit une douche, s'habilla tranquillement. Elle sortit pour acheter un repas, quelques boissons et quelques objets inutiles, juste pour le plaisir. Au total, elle dépensa environ 200 000, pas plus. Puis elle rentra chez elle pour se reposer. À peine avait-elle posé le sac sur la table que son téléphone vibra encore. Cette fois, le message était encore plus inquiétant. Il est 18 heures, il vous reste 29,8 millions. Si à 23 heures l'argent n'est pas fini, quelqu'un mourra. Fatima resta silencieuse quelques secondes, puis elle secoua la tête. Non, quelqu'un s'amuse, je ne vais pas tomber dans ce piège. Elle éteignit son téléphone, s'allongea sur son lit et s'endormit comme si de rien n'était. Le lendemain matin, elle se réveilla tranquillement, sans stress. Elle prit son petit déjeuner, se changea, puis alluma enfin son téléphone. Quelques secondes après, un appel entrant. Une amie proche. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? La voix de son amie tremblait. Fatima, j'ai une mauvaise nouvelle. Ta petite amie, elle est morte cette nuit. Fatima sentit son sang se glacer. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai vue il y a 2 jours. Elle allait très bien. L'amie répondit d'une voix brisée. On ne comprend pas non plus. Elle s'est effondrée chez elle. Personne n'a rien pu faire. Fatima laissa tomber son téléphone. Elle se laissa glisser au sol, incapable de respirer pendant quelques secondes. Son cœur battait si vite qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Elle repensa aux messages, aux avertissements, aux phrases qu'elle avait ignorées et là son téléphone vibra encore. Elle le prit avec des mains tremblantes. Une victime déjà. Si aujourd'hui vous ne finissez pas les 30 millions, une autre personne mourra. Fatima sentit la panique monter en elle. Cette fois, elle ne riait plus. Cette fois, elle ne croyait plus à une farce. Elle avait perdu quelqu'un qu'elle aimait. Elle comprit une chose. Terrible, une chose qu'elle ne voulait pas accepter. Ce n'était pas un jeu, ce n'était pas une blague. C'était réel. Elle se leva d'un bond, attrapa la mallette avec violence et sortit de chez elle. Elle n'avait aucune idée de comment elle allait faire pour dépenser tout cet argent en une journée. Mais elle savait une seule chose. Si elle ne le faisait pas, quelqu'un d'autre allait mourir. Son cœur battait vite. Elle ne pensait qu'à une seule chose, dépenser cet argent avant qu'une autre personne ne meure. Elle ne réfléchissait plus. Elle marcha rapidement vers le premier quartier riche qu'elle connaissait et entra dans une agence immobilière. Sans négocier, sans poser de questions, elle loua une maison luxueuse, déjà meublée, avec piscine et jardin. Elle paya plusieurs mois d'avance juste pour se débarrasser d'une partie des millions. Puis elle continua sa course. Elle poussa la porte d'une boutique de vêtements et acheta à la chaîne chemises, pantalons, montres chères, parfums importés. Tout ce qu'elle voyait, elle le prenait, même des habits qui n'étaient pas à sa taille. Elle n'en avait rien à faire, elle devait juste dépenser. Ensuite, elle entra dans un magasin d'électronique et remplit des sacs avec des télévisions, des ordinateurs, des téléphones, des tablettes. Elle prenait les derniers modèles, les plus chers,
sans même regarder le prix. À chaque achat, son cœur se serrait, non pas parce qu'elle dépensait, mais parce que l'heure avançait. L'après-midi, elle se rendit dans un centre de location de voitures de luxe. Elle loua une limousine, une voiture blindée, une Porsche et encore une autre voiture juste pour faire descendre le montant plus vite. Elle n'avait jamais conduit des voitures comme ça, mais ce jour-là n'était pas un jour normal, c'était une course contre la mort. Le soir, elle entra dans un restaurant cher et s'assit à une table sans même regarder le menu. Elle commanda plusieurs plats, invita des gens qu'elle ne connaissait pas, paya tout. Les gens riaient, la félicitaient, disaient qu'elle était généreuse, mais elle n'entendait rien. Elle vivait dans la peur. Elle voyait l'heure tourner. Chaque seconde lui rappelait la menace. Juste avant minuit, elle vit que la mallette était vide, complètement vide. Elle inspira profondément. À minuit pile, son téléphone vibra. Félicitations, rendez-vous demain. Elle resta debout un long moment, immobile. Elle venait d'éviter une mort. Mais pour combien de temps? Le lendemain matin, elle se réveilla avec la gorge sèche et la tête lourde. Elle descendit dans le salon sans savoir pourquoi elle avait peur. Et là, la mallette était encore plus propre que la veille. Posée exactement au même endroit, elle l'ouvrit. 30 millions, encore exactement 30 millions. Elle comprit que ce n'était pas un hasard ni une blague. C'était un piège. Un piège puissant, un piège conçu pour l'enfermer jour après jour. Et les jours suivants furent identiques. Chaque matin 30 millions, chaque soir 0. Elle achetait tout ce qu'elle trouvait. Des meubles, des habits, des objets rares, des décorations inutiles. Elle dépensait parfois sans même regarder ce qu'elle prenait. Elle paya même les études d'une amie qui pleura de joie en croyant que Fatima voulait changer sa vie. Fatima sourit à son amie mais au fond, elle souffrait. Elle vivait dans la peur, dans l'angoisse, dans le secret. Un soir pourtant, après plusieurs jours de dépenses folles, elle se retrouva coincée. Il restait 1 million et elle ne savait plus quoi acheter. Elle avait acheté tout ce qui existe. Elle était fatiguée, elle ne réfléchissait plus. Alors, elle appela une amie proche et lui donna l'argent. « J'ai pensé à toi. Alors tiens, prends ça, utilise-le bien. » Elle pensait que ce geste allait éviter la mort d'une innocente. Elle rentra, s'allongea et s'endormit comme une femme brisée. Le lendemain matin, un appel la réveilla. Une voix tremblante, presque étouffée. « Fatima, ton amie, elle est morte cette nuit. » Ses mains devinrent froides, son cœur s'arrêta. Elle sentit sa respiration disparaître. Puis son téléphone vibra. Un message. « Vous ne pouvez pas donner l'argent. Vous pouvez acheter quelque chose pour quelqu'un, mais pas donner, sinon elle meurt. » Fatima posa le téléphone au sol. Elle comprit enfin que la mallette ne voulait pas qu'elle soit généreuse. Elle voulait qu'elle dépense, qu'elle obéisse, qu'elle continue et qu'elle paye le prix jour après jour. Un soir, alors que Fatima pensait avoir compris les règles du jeu, son téléphone vibra à nouveau. Elle s'attendait à lire le même message que d'habitude, mais ce soir-là, c'était différent. Le texte était plus froid, plus direct, plus dangereux. Demain, vous donnerez 1 million à 30 personnes. Si vous échouez, vous le regretterez. Jusque-là, la règle était simple, dépenser mais ne jamais donner. Cette fois, la mallette lui ordonnait de faire exactement l'inverse. Elle marcha dans sa maison en tournant en rond. Elle ne comprenait plus rien. Pourquoi d'un coup fallait-il donner? Pourquoi 30 personnes? Pourquoi 1 million chacun? Mais elle savait une chose, si elle désobéissait, quelqu'un mourrait. Alors elle obéit. Le lendemain matin, elle se leva tôt et prit la mallette encore pleine des 30 millions habituels. Avec un visage fatigué mais déterminé, elle partit chercher des gens. Elle commença par ses amis proches. À chacune, elle donna 1 million. Elles étaient choquées, heureuses. Certaines même pleuraient. Elles pensaient que Fatima voulait changer leur vie, qu'elle était devenue une femme de cœur, une femme extrêmement généreuse. Mais elle ne disait rien. Elle souriait pour faire semblant, mais son esprit était ailleurs. Elle savait qu'elle ne faisait pas ça par amour, mais par obligation. Quand elle eut fini avec ses amis, elle passa chez ses tantes et ses cousines. Elles aussi reçurent 1 million chacune. Elle l'embrassait, la remerciait, priait pour elle, pensant que Dieu l'avait bénie. Fatima, elle, avait l'impression de trahir tout le monde. Il lui restait encore quelques millions à distribuer. Alors, elle se rendit en boîte de nuit. Elle monta sur scène, leva les mains et commença à distribuer l'argent. Les gens criaient, dansaient,
se battait presque pour attraper les billets. La boîte entière s'enflammait de joie. Quand tout fut fini, Fatima rentra chez elle, épuisée, mais soulagée. Elle avait obéi. Elle avait donné à 30 personnes. Elle pensait avoir réussi l'épreuve point pendant des semaines, tout sembla normal. Elle continuait sa course quotidienne, dépensant les 30 millions du lendemain pour éviter une autre mort. La vie continuait, même si son cœur était de plus en plus lourd. Puis un matin, le téléphone sonna. Fatima, une telle est morte cette nuit. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Elle répondit rapidement, essayant de rester calme. Mais dans l'après-midi, un autre appel arriva. Elle aussi. Elle est morte. Elle allait bien hier, pourtant. Le lendemain, un troisième appel, puis un quatrième, puis un cinquième. Chaque jour, quelqu'un d'autre mourait. Les noms s'enchaînaient comme si la mort suivait une liste précise. Fatima reconnut les prénoms. C'étaient les personnes à qui elle avait donné les millions. Une par une, elles mouraient comme si quelqu'un les avait marquées. Au 15e décès, Fatima tomba à genoux. Elle n'arrivait plus à respirer. Elle pleurait tellement que sa vision devenait floue. Elle comprit alors une vérité horrible, une vérité qu'elle n'avait pas voulu accepter. Ce n'était pas un test, ce n'était pas un jeu, c'était un sacrifice. Un sacrifice parfaitement organisé. Les 30 personnes n'avaient jamais été choisies au hasard. C'était voulu, planifié, programmé. Fatima comprit qu'elle n'était pas une simple joueuse. Elle était devenue l'outil d'un système qu'elle ne contrôlait pas, un système qui prenait des vies sans pitié. Et ce jour-là, en pleurant dans sa maison vide, Fatima sentit quelque chose se briser en elle. Elle avait voulu devenir riche sans travailler. Elle avait pensé être plus maligne que tout le monde. Mais maintenant, elle savait que la mallette voulait plus que son argent. Elle voulait ses proches. Elle voulait son âme. Elle voulait sa destruction. Après la mort des 30 personnes, Fatima ne dormait plus. Elle ne mangeait plus. Elle marchait dans sa maison comme une folle. Les cheveux en bataille, les yeux perdus. Elle n'en pouvait plus de cette mallette. Elle lui avait tout pris, son repos, sa paix, sa dignité et maintenant des vies humaines. Alors, une nuit, elle prit une décision. Elle descendit au bord de la mer, la mallette dans les mains. Le vent était fort, les vagues frappaient les rochers. Fatima leva la mallette au-dessus de sa tête et en criant la jeta de toutes ses forces dans l'eau profonde. Elle resta là quelques minutes, haletante, persuadée d'être enfin libre. Mais en rentrant chez elle, ses jambes se figèrent. La mallette était là, posée exactement. Au milieu du salon, comme si elle n'avait jamais bougé. Le lendemain, elle tenta autre chose. Elle monta dans un taxi et posa la mallette sur le siège. Puis descendit en vitesse en laissant la porte ouverte. Le taxi partit. Elle se dit que cette fois c'était fini, mais à peine avait-elle pris 3 pas dans sa rue, que son cœur s'arrêta. La mallette était encore là. Devant sa porte, propre, parfaitement fermée. Elle tenta une dernière fois. Elle se rendit au marché, le plus grand de la ville, l'endroit le plus bruyant, le plus peuplé. Elle posa la mallette près d'un étal entre 2 vendeuses et partit sans se retourner. Quand elle arriva chez elle, elle sentit son âme quitter son corps. La mallette l'attendait dans sa cuisine comme si elle connaissait le chemin de la maison mieux qu'elle-même. Fatima tomba à genoux. Elle comprit que courir ne servait à rien. Cette chose-là ne voulait pas qu'elle s'en débarrasse. Elle voulait qu'elle assume. Elle voulait qu'elle continue. Alors, avec les mains tremblantes, elle prit la seule décision qui lui restait. Cette nuit-là, elle monta dans un taxi et retourna à la villa de la riche. Elle ne voulait pas garder la mallette. Elle ne voulait plus vivre avec ça. Elle voulait la rendre, peu importe les conséquences. C'était sa dernière chance, sa dernière idée, son dernier espoir. Fatima était dans le taxi, les yeux rouges, les mains tremblantes, la mallette posée sur ses genoux comme un poison dont elle voulait se débarrasser. Elle ne parlait pas, elle regardait par la fenêtre, complètement perdue. Elle avait un seul objectif, rendre cette mallette sans que personne ne sache qu'elle venait de chez elle. Mais lorsqu'elle arriva près de la villa de la riche, son cœur se serra. Le lieu n'était plus du tout comme avant. La maison était maintenant entourée de gardes. Plusieurs hommes armés marchaient devant le portail. Des voitures noires entraient et sortaient. Il y avait même une caméra mobile qui tournait lentement de gauche à droite. Fatima avala difficilement sa salive. Oh, comment je vais faire pour rentrer là-dedans? Elle demanda au taxi de s'arrêter plus loin. Elle descendit discrètement,
traversa la rue avec la mallette serrée contre elle et chercha un endroit où elle pourrait observer sans être vue. Mais rien, aucun passage libre, aucun trou dans le mur, aucun moment de distraction. La villa était devenue une forteresse. Elle resta cachée derrière une voiture abandonnée, transpirant, cherchant un plan. Mais le temps passait et chaque minute rendait la situation encore plus lourde. À un moment, Fatima sentit quelque chose monter en elle. De la peur, oui, mais aussi de la fatigue. Elle en avait assez, assez de courir, assez de se cacher, assez de vivre comme une prisonnière. Alors, elle marcha lentement jusqu'au portail. Les gardes se tournèrent vers elle immédiatement. « Vous voulez quoi ?» lança l'un d'eux. Fatima leva la mallette, les mains tremblantes. « Je voudrais voir votre patronne. C'est important, très important. » Les gardes échangèrent un regard. Puis, sans un mot, ils ouvrirent le portail. La villa était encore plus impressionnante de l'intérieur. Sol en marbre, escaliers immenses, vitres partout, mais elle n'avait pas le temps d'admirer. Une femme en tailleur noir l'attendait. La posture droite, le regard froid, c'était elle la milliardaire. Fatima s'avança lentement, posa la mallette au sol et souffla. « Madame, je viens vous rendre ça, je ne veux plus. Elle revient toujours chez moi. Je n'en peux plus. Faites ce que vous voulez, mais je vous la rends. » Elle tremblait tellement que sa voix se cassait entre chaque mot. La milliardaire s'approcha, posa un doigt sur la mallette, puis leva les yeux vers Fatima. Elle sourit doucement. Un sourire faux, un sourire qui ne contenait aucune émotion, juste du contrôle. « Tu sais, tu es peut-être la 200e personne à venir me la rendre. » Fatima ouvrit grand les yeux. La milliardaire continua avec une voix calme, presque gentille. « Merci pour les sacrifices. Tu nous as été très utile. » Fatima recula d'un pas. Elle ne comprenait rien. 200e personne? Elle attendait un reproche, une menace, un cri, quelque chose. Mais non. La milliardaire fit simplement un petit geste de la main. Deux gardes approchèrent. « Raccompagnez-la dehors », dit-elle d'un ton neutre. Et c'est tout. Pas d'insulte, pas de colère, pas de punition, juste un sourire froid, un sourire qui lui resta dans la tête comme un cauchemar. Les gardes déposèrent Fatima devant le portail comme si rien ne s'était passé. Une fois dehors, le portail se referma derrière elle. Aucun mot, aucun bruit. En sortant de la villa de la milliardaire, Fatima marcha longtemps dans la rue. Elle ne savait plus où aller. Elle ne savait plus quoi penser. La seule chose qu'elle sentait encore, c'était la peur. Quand elle rentra enfin chez elle, son téléphone vibra. Un dernier message venait d'arriver. Elle le lut doucement en tremblant. « Votre contrat est terminé. Tout ce que vous avez eu grâce à la mallette sera repris. » Un rire nerveux. Un rire de quelqu'un qui refuse la réalité. « Ils veulent reprendre quoi ?» murmura-t-elle. « J'ai investi, j'ai acheté des maisons, j'ai mis de l'argent quelque part. Ils ne peuvent rien me faire. » Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit super. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait avoir eu le dernier mot. Elle se coucha ce soir-là avec le sourire, convaincue que rien ne pourrait lui arriver. Mais le lendemain matin, quand elle ouvrit les yeux, quelque chose n'était pas normal. La pièce semblait plus large, plus vide. Elle se leva d'un bond, alluma la lumière et son cœur s'arrêta. La maison était vide, complètement vide. Plus de canapé, plus de télévision, plus de meubles, plus de vêtements. Même les rideaux avaient disparu. Tout était parti comme si des voleurs étaient entrés pendant la nuit et avaient pris chaque objet un par un. Fatima tomba à genoux. Irony terrible. La voleuse avait été volée. Elle cria, elle frappa le sol, elle se tira les cheveux. Mais personne ne l'entendait, personne ne venait. Personne ne se souciait d'elle. Dans les jours suivants, tout s'écroula comme un château de cartes mouillées. Les gens qui profitaient d'elle disparurent. Les amis qui passaient leur nuit à boire son champagne ne répondaient plus à ses appels. Les filles qui riaient autour d'elle ne la reconnaissaient même plus. Fatima tenta d'expliquer, de demander de l'aide, de supplier, mais partout on lui disait la même chose. « Désolée sœur, je n'ai pas de place, je suis occupée. » Personne ne rappelait. Elle perdit tout en quelques jours, tout ce qu'elle croyait solide, tout ce qu'elle croyait avoir construit. Puis un matin, elle n'eut plus de maison du tout. La location avait expiré. Elle ne pouvait pas payer. On l'a mis dehors sans même lui laisser prendre une chemise. C'est ainsi que Fatima Diallo, la femme qui dépensait 30 millions par jour,
se retrouva assise sur le bord d'un trottoir. Sale, maigre, les yeux fatigués, les cheveux négligés. Les mêmes personnes qui l'admiraient avant passaient devant elle. Certaines détournaient la tête, d'autres la regardaient avec pitié, d'autres encore murmuraient. « Ce n'est pas Fatima, la millionnaire ? Regardez comment elle a fini. » Chaque fois qu'elle entendait son nom, son cœur se serrait. Elle voulait disparaître, être oubliée, effacer ce qu'elle avait été. Mais dans la rue, personne n'oublie. Les visages la reconnaissaient, les souvenirs la poursuivaient. Fatima passait ses journées à mendier quelques pièces, assise sous un soleil brûlant, le regard perdu. Elle repensait à sa vie d'avant, à la maison de luxe, aux voitures, aux fêtes, aux billets qu'elle jetait par terre comme si c'était du papier. Et chaque soir, seule dans un coin sombre, elle murmurait la même phrase. « Si j'avais su, si j'avais su. » Mais elle le savait au fond d'elle. Il était trop tard. La mallette lui avait tout donné, puis elle avait tout repris et il ne lui restait plus rien, sauf le regret. Fatima Diallo voulait juste vivre comme les riches, mais sans travailler. Elle pensait être plus maligne que tout le monde. Elle pensait que personne ne verrait ses vols. Elle pensait que la mallette était une bénédiction. Mais cette mallette lui a tout pris. Elle lui a pris sa petite amie, elle lui a pris ses amis, elle lui a pris 30 personnes innocentes, elle lui a pris son sommeil, son calme et toute sa dignité. Et quand elle a terminé avec elle, elle a repris chaque chose qu'elle lui avait donnée. Le lendemain, sa maison était vide. Plus de meubles, plus d'appareils, plus d'habits, rien. Ironie du destin. La voleuse avait été volée. En quelques jours, elle a tout perdu. Ses amis ont disparu. Personne ne l'a aidée. Et elle, l'ancienne millionnaire, a fini assise dans la rue, sale, fatiguée, ignorée de tous. Les mêmes personnes qu'elle admirait avant passaient devant elle sans un regard. Fatima n'avait plus qu'une pensée. L'argent facile détruit toujours et il était trop tard pour revenir en arrière. Dans les ruelles sombres de Châteaurouge, on raconte encore son histoire. Une histoire qui sert d'avertissement à ceux qui rêvent de richesse sans effort. Une histoire qui rappelle que chaque raccourci a son prix, et que parfois, ce prix est bien plus élevé qu'on ne pourrait l'imaginer. Les vieilles femmes du quartier, assises devant leur maison, regardent passer les jeunes filles ambitieuses et murmurent. « Vous voyez cette mendiante là-bas ? C'était Fatima Diallo. Elle avait tout, et maintenant elle n'a plus rien. Méfiez-vous de l'argent qui vient trop facilement. » Et dans l'ombre de la ville, quelque part dans une villa luxueuse, la mallette attend patiemment. Elle attend le prochain voleur, la prochaine voleuse, celui ou celle qui pensera être assez malin pour défier les lois invisibles qui régissent ce monde. Car la mallette n'a jamais faim, et son appétit pour les âmes perdues ne sera jamais satisfait. L'histoire de Fatima Diallo se termine ainsi, non pas avec des éclats de rire ou des applaudissements, mais avec le silence pesant d'une vie gâchée, d'un avertissement ignoré, et d'une leçon apprise trop tard.